Bonjour à tous, chers amis, bonjour à tous, chers auditeurs. Pour les anciens qui ont connu la chaîne Bistro des Gentilshommes que j'animais avec Martial Anton, et bien c'est un peu le retour de ces grandes heures dans lesquelles on va parler d'une œuvre très importante, Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Avec moi, mon acolyte de toujours, Pierre-Yves Lenoble. Pierre-Yves, comment vas-tu? Très bien. Bonsoir Ralph et bonsoir Martial. Et Martial Anton. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Le trop rare Martial Anton. Alors, dès que j'ai entendu dire qu'un inédit de Céline allait sortir chez Gallimard, j'ai sauté sur mon téléphone, j'ai appelé mes amis Pierre-Yves et Martial, je leur ai demandé si ça les branchait qu'on se fasse des petits travaux pratiques. On va se chercher le bouquin, on se le lit et puis on s'enregistre une émission dessus. Et je crois qu'on a eu du flair parce qu'on est sur un Céline absolument extraordinaire. On en parlera dans une deuxième partie. Donc le livre s'appelle Guerre, c'est un inédit de Céline. Et alors, pour rappeler un tout petit peu le contexte, c'est donc un manuscrit. Alors on ne sait pas trop, c'est dur à savoir, qui a été écrit en 34 ou en 35 ou en 36, qui a disparu à peu près, à la libération de Paris, donc en 1944, qui était détenu par quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, qui le possédait en sachant qu'il appartenait à Céline et que Lucette Détouche, son épouse, en était quand même la propriétaire, mais donc il voulait pas lui rendre, et donc il a fallu donc attendre qu'il meure pour que ses héritiers aient le texte en main, pour qu'enfin les descendants de Céline puissent disposer de ces inédits. Et donc on se retrouve avec 2 livres, voire 3, inédits de Céline, 60 ans après sa mort. Et ça, c'est, je crois, dans l'histoire, un texte de cette qualité, de cette importance, d'un auteur aussi génial. Je ne sais pas s'il y a des précédents dans l'histoire de la littérature moderne, mais c'est absolument incroyable. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le premier qui paraît. Il y en a un deuxième qui est peut-être une suite, plus ou moins de ça, qui s'appelle Londres, qui doit paraître. Il y a La volonté du roi Krogold, qui semble... dont on croyait auparavant que c'était une œuvre à la con, un titre quelconque que Céline cite dans certains de ses livres, et qui en fait est un truc qu'il a vraiment écrit. Il me semble que ce serait une pièce de théâtre. Et puis, il y a un addendum à Casse-Pipe, qui est un roman qui aujourd'hui fait une centaine de pages, à peu près, et le manuscrit qui a été trouvé en ferait 300 de plus. Donc, pour amener Casse-Pipe à une taille respectable de 400 pages. Voilà. C'est la pêche miraculeuse. J'appelle ça la pêche miraculeuse. Ah ouais. C'est des trouvailles qu'on ne fait pas tous les jours, quoi. C'est des trouvailles qu'on ne fait pas tous les jours. Et alors, j'aimerais quand même mettre l'accent sur quelque chose, parce que c'est assez remarquable et c'est quelque chose qui m'a étonné. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors bien sûr que si on va chercher, si on va gratter les fonds de casserole, on trouvera toujours un petit journaliste de Libé, de Mediapart ou des Inrocks qui serrera son petit poing indigné de rage. Mais globalement, j'ai trouvé les articles des journalistes particulièrement élogieux, particulièrement dignes, qui nous rappelaient pas tous les 3 phrases que le ventre de la bête était toujours fécond, et que on est sur un accueil du livre qui est à la hauteur de l'événement, et sur une édition avec une préface très très sobre, une préface de François Gibault, un avant-propos de François Gibault, et une toute petite préface de celui qui a retranscrit le texte, Pascal Fouché. Des préfaces sobres, informatives, épurées, qui cherchent un peu à démêler le vrai du faux, mais qui viennent pas déborder sur l'œuvre, qui viennent pas donner une opinion sur l'œuvre. Et l'édition est extraordinaire, l'accueil de l'œuvre est à la hauteur de l'événement, et ça, j'ai trouvé ça étonnant, et ça m'a fait plaisir. Mais ce qui est très bien, c'est que effectivement, à l'heure où
y a quand même énormément de textes que tu peux trouver sur le web, ne serait-ce que sur Wikisource. Là, Gallimard nous montre qu'un éditeur, ça sert à quelque chose, qu'un ouvrage paru avec préface, avec un petit appareil critique, avec notes, etc. Voilà, le travail d'édition, c'est un vrai travail et c'est utile. Oui. Et un travail particulièrement scrupuleux. On sent qu'ils avaient conscience d'avoir un trésor entre les mains, qu'ils en ont fait une retranscription particulièrement méticuleuse et respectueuse, et franchement, ça fait plaisir. Ouais, le petit lexique d'argot aussi fait plaisir. Le lexique d'argot. Alors, ouais, on en parlera à la fin du lexique d'argot, mais il est assez cool parce que, comme toujours, il y a des mots chez Céline. De toute façon, je pense qu'on a tous surligné des passages et qu'on meurt tous d'envie de lire. Peut-être qu'on peut résumer le sujet de guerre. Ouais, alors, résumons le sujet. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'en. Oui, il y avait Pierre-Yves qui disait hors micro tout à l'heure que peu importe les critiques, peu importe la réception, de toute façon, une fois que la réception aurait pu être atroce, de toute façon, une fois qu'on est dans l'œuvre, on est avec Céline et et effectivement, c'est la réalité, c'est secondaire. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que Céline, par-delà la mort, par-delà la tombe, il a fait fermer sa bouche à tous ces petits scribouillards qui, de leurs mains frêles et tremblantes, ont trempé leurs plumes assassines dans l'encre de leurs larmes et de leur indignation. Il leur a tous fait fermer leur gueule et il a montré que le patron, c'était lui, quoi. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir, quoi. C'est d'un seul coup, il a fait fermer sa bouche à tout le monde, quoi. Oui, surtout que moi je parle en tant que néophyte de Céline. Tu sais, il y a des grands spécialistes de l'œuvre de Céline. Moi j'ai lu des pamphlets qui me font marrer, mais le style me fatigue, quoi. J'ai pu lire que quelques pages, très difficiles à lire. Et le Voyage au bout de la nuit, qui est, je pense, j'ai pas lu énormément de romans, mais qui est largement le roman qui m'a le plus marqué. Et ce livre, pour moi, rentre dans la même veine. Et je ne pourrais pas parler des autres livres de Céline que je n'ai pas lu. Donc, tu vois, je ne suis même pas un grand lecteur de Céline. Donc, moi, j'ai pris l'œuvre brute. Tu vois, je n'ai même pas lu la préface. J'ai lu les préfaces et la préface après. C'était frais, quoi. Ouais, voilà. J'étais frais. Ça m'a rappelé la lecture. Ça m'a remis dans l'ambiance du Voyage au bout de la nuit, que j'ai lu il y a une dizaine d'années, même pas, je l'ai lu assez tard, finalement. Et voilà, quoi. Et sa façon d'écrire, c'est une écriture pour moi très intimiste, qui parle directement à son lecteur, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'avis extérieur, il faut le lire, ça se lit très bien. C'est une œuvre qui se passe de tous les commentaires de l'œuvre, en fait. L'œuvre se suffit en elle-même, elle est vraiment accessible à tout le monde, et justement, j'aimerais qu'on parle du style de Céline, style dont on a beaucoup parlé, et qui, dans ce livre, est un peu particulier. Et c'est pour ça que j'irais même jusqu'à dire que je préfère guère à Voyage au bout de la nuit, et je préfère guère à tous ces romans plus anciens, Guignol's Band, parce que Céline, et c'était sa manière de travailler, il travaillait par retouche obsessionnelle de ce qu'il avait écrit. Il y avait sur ces manuscrits, on voit des retouches très nombreuses, très obsessionnelles. Et Céline faisait subir à ces manuscrits des corrections telles que parfois, ça pouvait devenir indigeste. Alors que dans Guerre, on est sur un premier jet, on est sur un style frais, fluide, léger, qui coule tout seul. Et c'est d'une spontanéité sublime. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Oui. Moi, c'est rigolo, j'aurais utilisé l'adjectif énervé, quand même. Même si la lecture est intimiste et personnelle, c'est one shot. C'est effectivement brut, c'est tripal, si je peux m'exprimer ainsi. Tu sens que c'est d'une sincérité absolue. Absolue. Parce que, justement, c'est pas encore trop retravaillé. Ça a un côté diamant brut, quoi. Exactement. Et y compris jusque dans certains défauts, mais c'est ça qui est marrant aussi dans la lecture d'un manuscrit comme ça. Il y a quelques incohérences, un personnage qui change de nom
en cours de route, tu as l'âge de certains personnages qui changent, on s'en fout. Surtout, on voit un travail en cours, quoi. Et on voit ce que ça donne, justement, avant que ça soit léché, avant que ça soit retouché. C'est ça, quand on pense à l'obsessionnel qui était Céline, lui sûrement qu'il n'aurait pas aimé qu'on voit le manuscrit dans cet état. En fait, nous, on voulait le voir dans cet état. C'est ça, c'est ça dont on avait envie. Oui, d'ailleurs, pour les futurs lecteurs, certes, il y a quelques petites incohérences de nom, mais de toute façon, il y a des notes de l'édition pour nous le rappeler. Et même s'il n'y avait pas eu les notes, on aurait compris, par exemple, certains changements de nom. Et sinon, il y a quoi ? Il y a 4-5 coupures dans le texte, mais c'est peut-être 1 ou 2 adjectifs qui ont été, qui étaient illisibles. Mais je veux dire, l'œuvre, elle est à 95% cohérente, quoi. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui sont pas forcément des grands lecteurs et que d'un coup, ça donne envie de lire, ne vous laissez pas impressionner par la grandeur du nom de l'auteur. Il n'y a pas plus simple à lire. Et allez, si vous êtes un bon lecteur, ça vous prend 3h30. Si vous êtes un petit lecteur, ça vous prend 6 heures, quoi. C'est vraiment pas sorcier. Et non seulement c'est facile à lire, mais je pense que c'est un excellent bouquin pour rentrer dans Céline. C'est beaucoup plus facile d'accès que Voyage. Absolument. Et c'est même un très bon bouquin pour rentrer dans la lecture, à ceci près que c'est dur de trouver quelque chose une fois qu'on a lu ça. Après, le reste peut nous sembler insipide. Alors moi je pense que ça pourrait rentrer quand même dans le Voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 40 pages qui parlent de son expérience à la guerre au tout début du voyage, et là on a l'impression que c'est la version longue, quoi. C'est 150 pages où il rentre plus dans cet épisode-là de sa vie. Mais moi j'avoue, je suis peut-être pas assez connaisseur, j'y ai retrouvé la même ambiance, quoi. Ça m'a mis dans la même ambiance, en fait. Oui, ça pourrait être. Alors, c'est sans doute une œuvre indépendante, mais ça pourrait être des chapitres supplémentaires. Ouais. Oui, ça pourrait. De toute façon, ça raconte la même période. Mais de toute façon, un écrivain fait toujours le même roman, en fait. Donc, voilà, c'est pas quelque chose. Mais sur ces passages de guerre au tout début, il se prend une balle dans le bras, il se prend un éclat de balle dans la tête. Mais l'écriture. Moi, je lis ça, j'ai la tête qui bourdonne, j'ai l'image de Céline en haillons complètement sonné dans un décor à la Mad Max où il y a personne. Le style, il y a une musique dans les mots, il y a une manière, on y est. On a le bruit de la balle, on a l'écho de la balle, on souffre avec lui, on marche avec lui, on comprend toute l'absurdité du truc. C'est une entrée en matière. Mais mes amis, une telle entrée en matière, c'est à tomber par terre. Par terre. J'avais juste déjà dit une fois que Le Voyage au bout de la nuit, ça aurait mérité une œuvre cinématographique, quoi, parce que l'écriture de Céline est très cinématographique, et effectivement, celui-là encore plus, quoi. Ouais, mais plus visuel. Moi, je vois, là, tu y es, en fait. J'y étais. Et avec un tout petit mot, de toute façon, on va lire des extraits qui vont vous montrer un peu. Avec 2 phrases, il arrive à vous planter un décor. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a rien d'autre à dire, quoi. Il y a effectivement ces petites phrases qui, des fois, suffisent à tout dire. Moi, j'aime beaucoup, juste à la fin du premier paragraphe, les 2 dernières phrases qui, en fait, te résument toute l'œuvre. Je cite. Hop. J'ai attrapé la guerre dans ma tête, et elle est enfermée dans ma tête. Exactement. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est toute l'œuvre. Mais ça, c'est une des premières punchlines du livre. Ça arrive. Vous lisez la première page, vous tournez la première page. Il s'est pris l'obus dans la tête. Il entend des bruits. Il a comme une locomotive dans la tête qui lui tape dans la tête, et il dit, et ce bruit ne le quittera pas de toute sa vie. Et il dit, j'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. Putain. Et oui, parce que contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, c'est pas tellement un récit de guerre en tant que tel. C'est un récit de ce qui se passe après.
c'est le récit finalement d'un syndrome post-traumatique. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Le récit d'un syndrome post-traumatique individuel dans un syndrome post-traumatique collectif, quoi. C'est-à-dire que l'ensemble des personnages, l'ensemble du livre, on sent la torpeur, l'inquiétude, la peur du lendemain, l'oubli très vite du passé. Enfin, c'est un espèce de temps en suspens, quoi. Dans un monde où toutes les certitudes sont en train de se dissoudre. Voilà. Et où en fait plus rien n'a de sens. T'en as un qui se fait décorer, il sait pas pourquoi, t'en as un qui se fait fusiller, ça n'a pas beaucoup plus de sens, et voilà. C'est un des grands thèmes du livre, c'est la misère et la fragilité de la condition humaine, qui est particulièrement sensible dans le destin de Céline. C'est-à-dire qu'il a 20 ans, dans le livre, il se prend cet éclat d'obus en 1914. Si c'est autobiographique, du coup, dans la vraie vie, il a 20 ans. Il rentre dans l'âge adulte en même temps qu'une balle lui rentre dans la tête. Et là, c'est la fragilité de la condition humaine. C'est-à-dire que tu peux avoir, donc sans aucune raison, sans que tu comprennes rien, sans savoir pourquoi, parce que c'est vraiment la guerre la plus absurde et la plus con qui ait jamais existé, la guerre de 14-18. Tu peux avoir en moins de deux les boyaux qui te coulent par le fondement ou les lobes qui te dégoulinent par les oreilles. Si tu as un peu de chance, tu peux survivre mutilé. Alors, si tu es bien mutilé, c'est bien, il y a peut-être une vie derrière. Mais alors, attention, parce que si tu es mutilé, faut encore survivre à la médecine de guerre de l'époque. Exactement. C'est complètement spartiate et arbitraire. Faut des moyens. Qu'on ne t'accuse pas d'être mutilé volontaire, parce que là, voilà. C'est le peloton. Exactement, mais je voulais revenir là-dessus, mais je vais vous lire un petit extrait sur justement cette médecine de guerre spartiate. Avec le bon docteur Méconille. Avec le bon docteur Méconille. Donc, il est sur son lit, il est au 36e dessous. Il a une blessure très visible au bras. Et il a une blessure beaucoup plus invisible intérieure qui lui donne des écouphènes, mais symboliquement, c'est aussi le traumatisme, hein, la blessure intérieure. Et donc, il y a cet extrait. Le docteur Méconille, dès qu'il m'a vu, il s'excite sur mon observation. Il voulait m'opérer dardard dans la soirée même. L'Espinasse, donc l'infirmière qui va le suivre, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, résiste au nom de mon épuisement. Et je crois que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Moi, rien qu'à le regarder Méconille, j'étais sûr que s'il m'entreprenait la tête, c'était bien fini. Dès qu'il est sorti, les gonzesses autour de l'Espinasse, elles lui donnaient raison d'avoir résisté pour ce qui me concernait, qu'il était médecin, pas chirurgien Méconille, et que c'était pour se faire la main qu'il entreprenait, qu'il devrait plutôt commencer par des cas faciles. Donc ensuite, tu as cette médecine de guerre absolument abominable. Et alors, une fois que tu as survécu à la guerre, une fois que tu as survécu à la médecine de guerre, Martial, je te rejoins tout à fait, tu pouvais te faire fusiller sans aucune sorte de procès, juste sur l'intuition vague d'un militaire bien con chargé de traquer les traîtres et les déserteurs. Et alors, ça, pour moi, il faut absolument que je vous le lise. C'est un des moments les plus terrifiants du livre. Un des moments les plus terrifiants du livre. Par contre, je crois que j'ai perdu le marque-page. Mon Dieu, quelle horreur. Attendez, les gars, vous me laissez chercher ? Ouais. J'en profite juste pour préciser une chose par rapport à ce que tu as dit sur la blessure à la tête. Alors, en vrai, Céline a bien été blessée au bras en 14. Et ensuite, il a prétendu qu'il avait eu une blessure à la tête, même qu'il avait été trépané. Il semble pas que ça a été le cas, mais il s'est tenu à cette légende, sans doute parce qu'il fallait bien qu'il arrive à expliquer ce qui était inexplicable à l'époque, à savoir qu'il a eu toute sa vie, suite à la guerre, des frayeurs, il entendait des bruits, voilà. C'est-à-dire qu'il avait soit un trauma à l'oreille interne, plutôt au nerf auditif, soit peut-être aussi qu'il avait développé un trouble schizoïde. Hein. Il ne serait pas le premier dans ce genre de cas. Oui. Donc en fait, il a
menti sur cette histoire de blessure à la tête pour justifier un état qu'il avait vraiment, mais qu'il ne savait pas expliquer autrement. Ouais, d'ailleurs, le choc post-traumatique. Le choc post-traumatique est justement cette métaphore un peu de l'acouphène qui est une blessure intérieure qui ne se voit pas, mais qui est en réalité la pire de toutes. C'est cette manière de dire, bon, on nous met une médaille, bon, on ne sait pas pourquoi ils ont une médaille, parce que c'était pas une guerre de bravoure, il n'y avait pas de bravoure, hein, t'es sur le chemin d'une balle, tu te la prends, il n'y a pas d'explication, mais après, la vraie blessure, tu te la gardes et tu te démerdes, quoi, en fait, on s'en fout, on te relâche dans la vie. Et le thème du livre aussi, général, pour moi, c'est une initiation trop rapide et involontaire, en fait. Parce que il y a toujours une descente aux enfers dans le processus initiatique, une torture initiatique, et là, on a vraiment l'impression que ça tombe dans la tête. Il n'y a pas eu de descente, il est retrouvé direct en enfer. Voilà, il est direct en enfer et en plus c'est involontaire, il l'a pas choisi quoi en fait. Donc c'est comme si tout le malheur du monde lui tombait sur les épaules et à l'intérieur de son crâne quoi. Et après vas-y débrouille-toi avec ça quoi. Démerde-toi avec ça. Voilà, c'est ça. Il est damné sans même avoir péché en fait. Voilà. Oui, puis sans l'avoir demandé surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est lui, il a rien demandé à personne et il a une balle qui lui arrive dans la tête. Alors ce passage le plus terrifiant du livre, c'est justement ce moment où il y a des militaires zélés qui cherchent les traîtres et les déserteurs, qui vont décider si t'es un héros ou un collabo, de manière totalement arbitraire, sans aucune espèce de procès, avec des interrogatoires trop bizarres. Alors la scène est comme ça. Il est à l'hôpital, donc on est en train de le soigner de sa blessure. Il a sa petite infirmière, quand même bien perverse, avec des paraphilies bien chelous, qui passe lui faire sa petite branlette. Il s'attend à la voir passer. Et puis, elle est accompagnée de quelqu'un. Et elle marche à côté d'un mec. Et il dit, à la façon de la gueule qu'ils avaient tous les deux, je sens le malheur qui fonce. Ferdinand, que je me dis, voilà l'ennemi, le vrai de vrai. Regarde la gueule à ce général-là, parce que si tu te loupes, lui, il te loupera pas. Où que je me trouve, que je me dis pour moi tout seul. Ça me sépare du monde. Et alors, attention la phrase. J'ai l'intelligence ferme. Je me bute. J'ai l'intelligence ferme. Je me bute. Personne ne me fera bouger. C'est l'instinct qui trompe pas contre la mocherie des hommes. Donc, il essaie de dire qu'on essaye de lui faire dire des choses et lui, il dit rien. Et il décrit ce gars. Et là, c'est absolument terrifiant. Il dit, j'avais connu forcément bien des gueules de gradés que même en train de fouiner, un rail aurait réfléchi avant de mordre dedans. Mais le commandant Récumel, ça dépassait mon expérience en répulsion. D'abord, il avait pas de joues. Il avait que des trous partout comme un mort, et puis seulement un peu de peau jaune et poilue tendue, transparente à travers. Il y avait rien que la méchanceté, sûrement en dessous du vide. Au fond du vide des orbites, des yeux si intenses alors que le reste ne comptait plus. Des yeux convoiteurs, un peu d'andalouse, pas de cheveux non plus, de la lumière blanche à la place. En le regardant celui-là, même avant qu'il parle, Ferdinand, que je me suis redit, tu peux pas aller plus loin. Il y a sûrement pas plus canaille, plus effrayant dans toute l'armée française. C'est un spécial. S'il trouve moyen, ce mec-là, on te fusille au prochain lever du jour. Ça fait flipper, hein? Ouais. Et ce qui est particulièrement angoissant, je trouve, dans tout ce passage-là, c'est l'attente. Quand ils sont sur ces lits d'hôpital militaire, et ils attendent, et ils savent pas ce qu'on va dire, ils savent que s'il y a la police militaire qui passe, peut-être qu'il y en a un qui va se faire flinguer, ou pas. Voilà. Ils savent pas. Recevoir. Demain, on peut te dire, tu peux avoir une médaille et être un héros, tu sais pas pourquoi, et tu peux te faire fusiller, tu sais pas pourquoi. Voilà. Et ça remet bien les choses à leur place par rapport à aujourd'hui où tout le monde dit qu'on vit une dictature sanitaire ou je sais pas quoi. Nous, on risque 135 € d'amende. Hein. Là, c'est le peloton d'exécution. Oui, non. Parce que là, l'État oblige tous les jeunes, je crois, de 18 à 60 ans, que c'était quelque chose comme ça, t'es obligé d'aller sur le champ de bataille pour une guerre qui ne te concerne pas,
qui d'ailleurs est autant manipulé que les événements historiques de mais si tu t'y refuses, c'est pas une petite manif ou avec un gilet jaune que tu t'en sors, quoi. En gros, il y a des enquêtes sur toi et il y a des gens qui sont là pour savoir si tu es un bon citoyen ou si tu es un mauvais citoyen. Et au bout du bout, c'est soit la mort en peloton d'exécution, soit mais ce qui fait peur, soit la mort dans les tranchées, quoi. Ce qui fait encore plus peur là-dedans, c'est l'arbitraire, en fait. Voilà. La manière dont Céline en parle, c'est tout est arbitraire. C'est-à-dire que tu peux vivre, tu peux mourir, tu peux avoir été un bon citoyen, tu peux même avoir été un bon lèche-cul. Quoi qu'il arrive, tout le monde est dans la même merde. Et ouais. Vas-y, je t'en prie, Martial. Non, mais et puis surtout, ton être et ton corps finalement est entre les mains des autres. C'est-à-dire que il est entre les mains de l'armée, il est entre les mains de l'infirmière. Son destin dépend de fonctionnaires obscurs dont il a jamais entendu parler et qui verra jamais. Donc en fait, voilà, tout est suspendu à la décision des autres. Et tu peux rien. Il s'appartient pas lui-même. Il peut absolument avoir aucun pouvoir sur son destin. Et à la délation de tes contemporains aussi. Oui. La saloperie des hommes. Alors, je voulais rajouter un truc sur Céline qui parle de la guerre. Faut pas croire que c'est un roman où d'un seul coup, Céline, il va vous parler d'histoire, il va vous parler des circonstances de la Première Guerre mondiale, qui va vous parler de politique. Jamais de la vie. Pour Céline, c'est une guerre absolument dégueulasse, c'est une guerre absolument arbitraire, et personne mieux que lui a réussi à mettre des mots sur cette dégueulasserie. Ouais. C'est-à-dire que jamais Céline ne va évoquer les raisons politiques, géopolitiques, économiques, mon cul sur la commode, de la guerre. Il n'en a rien à foutre. Ce qu'il évoque, lui, c'est les raisons égoïstes ou mondaines des uns et des autres qui essayent d'avancer leur petit pion dans le chaos des événements. Et puis c'est tout. La guerre, il y a rien à en dire. Il y a rien à en dire. C'est de la saloperie et ça le concerne pas. Tout ce qui l'intéresse dans la guerre à Céline, c'est que 1, on peut y mourir, que 2, elle révèle les caractères, que 3, elle exacerbe les passions humaines, et que 5, elle bouleverse les destins. Et puis c'est tout ce qu'il en dit. Et puis c'est déjà pas mal. Tu vois qu'il n'y a pas une ligne pour dire du mal des mecs en face. Pour dire du mal des mecs en face, il n'y a pas une seule ligne pour dire du mal des politiques, il n'y a pas une seule ligne pour dire cette décision n'aurait pas dû être prise ou quoi que ce soit. Non. Il parle de ce qu'il a vu. À un moment, il réfléchit plus aux causes. De toute façon, il s'est pris une balle dans la tête, il en a rien à foutre, tu vois. Les seuls qui en parlent, c'est ceux qui sont à l'extérieur du front. C'est par exemple les petits bourgeois de province qui ont échappé et eux, ils lisent les journaux et on pourrait faire un parallèle, tu sais, c'est la bien-pensance, la pensée unique, quoi, horrible. La scène du repas chez les Harnaches, elle est géniale. Oui. Elle est géniale. Elle est géniale. Fabuleuse. Pour résumer, pour les auditeurs, à partir du moment où Ferdinand reçoit sa médaille, tout d'un coup, ça devient quelqu'un. Et il va être invité avec ses parents venus de Paris exprès, avec l'infirmière, avec un pote, à dîner chez les bons bourgeois locaux, chez le patron de la compagnie d'assurance. Et les parents de Céline qui sont des bourgeois. Mais alors, je vais lire un extrait, mais pas piquer des verres juste après. Et cette scène où il se retrouve à table avec des gens qui lisent les journaux et qui disent que la guerre c'est bien malheureux quand même, et qui ont l'impression de tout en savoir, alors qu'en face ils ont deux poilus quoi, qui en viennent et qui pipent pas un mot. Ceux qui pensent qu'à picoler et à régler leur histoire de pute, ils en ont rien à foutre. Ouais. Voilà, c'est encore pareil. Je faisais le parallèle avec la crise sanitaire. Pareil, ça met de l'eau dans le vin sur ce qu'on dit sur les boomers, en fait. C'est-à-dire que ça a toujours été ainsi. Oui. Mais c'est-à-dire que un des thèmes du livre, c'est que la guerre va créer une fracture générationnelle. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, avec le traumatisme de la guerre, la société elle va se séparer en deux. Il y a deux mondes qui ne se comprennent plus, qui ne peuvent plus se comprendre et qui ne pourront plus jamais se comprendre.
C'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'ont faite et il y a ceux qui en parlent. Et celui qui l'a fait, c'est pas le même animal. Et Céline, il a fait la guerre et c'est plus le même animal. Et désormais, il appartient au monde des animaux qui ont fait la guerre. Et puis de l'autre côté, tu as les vieux, tu as les planqués, tu as les réformés, tu as les notables qui se planquent, tu as les huiles de l'armée qui envoient les autres mourir à leur place. Et ça, Céline, il les appelle les puceaux. Et puis, voilà, il y a les puceaux, puis il y a les autres. Il y a ceux qui sont allés au feu. Et c'est deux univers différents qui se rencontrent jamais. C'est bien pour ça que, alors que Céline, c'est pas un prolo, il est médecin, fils d'assureur, et ben il pourra plus jamais se fondre dans le monde bourgeois. À ceci près que quand il se prend une balle dans la tête, il n'est pas médecin. Il rappelle à plusieurs reprises qu'il était un enfant, qu'il n'avait pas d'instruction, qu'il connaissait rien de la vie. Il n'avait pas vécu encore. Et c'est là où mon parallèle avec l'initiation marche encore, c'est-à-dire que tu as les initiés et les non-initiés, quoi, et les profanes, quoi, de la guerre. C'est ça. Alors pour résumer un peu ce truc qui est très c'est un thème très dostoïevskien, hein. On sait qu'il adore Dostoïevski, Céline. C'est marrant que tu en parles parce que quand je l'ai lu, je me suis dit mais putain, le style n'a rien à voir. Mais c'est les possédés de Dostoïevski. Exactement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire une génération de grosses baltringues qui a envoyé ses enfants crever. Et là, il les a pas envoyés. Il n'a pas envoyé les enfants crever au sens. C'est pas une métaphore, quoi. Il les a envoyés crever pour de vrai. Et donc, il s'est pris sa balle. Et puis, il a ses parents qui viennent le voir. Et donc, je vous lis ce passage. Écoutez bien, encore une fois, c'est du génie, c'est à tomber par terre. Donc, sa mère arrive, il dit. Et puis, ma mère a recommencé à me parler. C'était son privilège de tendresse. Et j'ai pas répondu. Elle me dégoûtait plus que ça encore. Je l'aurais bien dérouillée, elle, à la fin des fins. J'avais 1000 et 100 raisons. Pas toutes bien claires, mais bien haineuses quand même. J'en avais plein le bide des raisons. Lui, donc le père de Céline, il disait pas trop de choses. On aurait dit qu'il se méfiait. Il faisait ses yeux de poisson frit. On y était à la guerre. La guerre dont il avait toujours parlé. On y était. Il était venu de Paris exprès pour me voir. Il avait dû demander un permis au commissaire Saint-Gaille. Tout de suite, ils ont parlé du magasin, des terribles soucis qu'ils avaient, que les affaires n'allaient pas du tout. Je les entendais pas très bien à cause de mon vacarme dans l'oreille, mais assez. Ça ne portait pas à l'indulgence. Je les regardais encore. C'était bien des malheureux, là, au pied de mon lit. Et pourtant, c'était des puceaux. Merde, que j'ai dit finalement. J'ai rien à vous dire. Et là, sa mère lui dit. Oh, Ferdinand, qu'a répondu ma mère. Comme tu nous fais de la peine. Tu devrais être content, voyons. Te voilà sorti de la guerre. T'es blessé, toi, au moins. Mais avec ta santé, tu vas sûrement aller beaucoup mieux. Et puis la guerre, elle est pas finie. Tu te trouveras une bonne place. À présent, tu seras raisonnable. Sûrement que tu vivras mieux. Ta santé est excellente. Tes parents sont bien portants. Tu sais que nous n'avons jamais fait d'excès d'aucune sorte. Tu as toujours été bien soigné à la maison. Ici, ces dames sont bonnes pour toi. Nous avons vu ton médecin en montant. Il parle de toi avec beaucoup de gentillesse, etc., etc. Je disais plus rien. Jamais j'ai vu ou entendu quelque chose d'aussi dégueulasse que mon père et ma mère. Et juste après ça, si je me souviens bien, son père ou sa mère lui rappelle qu'il a laissé une dette à la cantinière et qu'il faut arrêter. C'est là, il y a quelqu'un qui lui dit ouais, tu me dois 300 balles. Voilà, c'est ça. Alors qu'il est sur un lit d'hôpital, il vient de se prendre une balle et il y a 3 jours, on ne savait pas s'il vivrait. Ah ouais, non, c'est. Et c'est Dostoïevski. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a deux générations qui se comprennent plus et qui se comprendront plus jamais. Et le thème du livre, c'est ça. Et maintenant, le monde de Céline, c'est le monde des animaux. C'est eux sa famille, c'est eux sa nouvelle famille, et c'est avec eux qu'il doit continuer à vivre. Parce que quand tu as survécu à la guerre, quand tu as survécu à la médecine de guerre, quand tu as survécu à l'arbitraire de la justice, après tu dois vivre. Et là, c'est encore une autre affaire. Tu dois vivre avec tout ce que tu as. On voit de toute manière, mais je pense que quand on lit le livre, c'était pas non plus tout rose la relation avec ses parents, tu vois, c'est pas, mais c'est une cassure définitive là par contre. Et on a l'impression que en fait Céline est devenue un homme avec un grand H et que ses parents ils sont c'est des épiciers en fait.
C'est des petits épiciers. C'est des petits épiciers, et justement, bon, on dit tous les thèmes récurrents dans l'œuvre de Céline, mais finalement, l'œuvre de Céline, ce qui fascine Céline, c'est l'humain. Oui. Il nous parle de l'humain. Et il nous parle de l'humain dans la misère de sa condition, il nous parle de l'humain dans la petitesse de sa mesquinerie, dans l'insondable de sa fausseté, dans le terrifiant de sa bêtise, dans l'horreur de sa barbarie, mais aussi, et ça on oublie toujours de le dire, il montre aussi l'humain dans ce qu'il sait se montrer grand et sublime parfois. Céline, il trouve des beautés insoupçonnées dans les personnages parfois les plus détestables en surface, et finalement, ceux pour lesquels il est le plus impitoyable, ceux pour lesquels il ne trouve vraiment aucune excuse, c'est les petits bourgeois mesquins comme ses parents. Ouais. Et... Oui, ces gens dont on a l'impression que de toute leur vie ne se sont jamais trompés. Ils n'ont jamais commis d'erreur. Oui, et puis qui se soucient de choses complètement stupides, quoi, hein, qui sont émerveillés par le petit discours du curé, qui sont bien contents de connaître. Ils ont leur vie tourne autour d'insignifiances délirantes, quoi. Même la politique qui a tué leur enfant, symboliquement, ça les intéresse pas, quoi. Tu vois, ils sont trop bons. Et puis ils sont beaucoup plus tendres envers lui à partir du moment où il a la médaille. Ouais, et donc, ça devient flatteur. Ça devient voilà, leur propre enfant est perçu avant tout comme un soutien narcissique, quoi. Voilà, on fête sa médaille comme on fête un diplôme. Ça veut dire qu'eux, ils y croient encore à leur médaille, alors que Céline, lui, il croit plus en rien. Lui, ça y est, il a perdu toutes ses illusions. Il y a un décalage. C'est plus un décalage, c'est un fossé, c'est un canyon, quoi. Ouais. La médaille, c'est juste son sésame pour pouvoir s'extraire de la guerre, en fait. C'est tout. Ouais. Mais j'aime bien la manière dont il dit. Bon, de toute façon, c'est l'arbitraire absolu. Ouais. De toute façon, de la bravoure, j'en ai pas eu. Mais personne n'en a eu à part les gros cons. Et de toute façon, ils sont morts, ils sont plus là pour en parler. Je l'ai eu, ma médaille. Et finalement, je vais en profiter pour tremper ma bite et rigoler. Tu vois, je vais pas bouder ma chance, quoi, tu vois. Rien à foutre, quoi, tu vois. Je vais pas culpabiliser d'avoir de la chance alors que d'autres n'en ont pas, tu vois. Il y a aussi ce revers de la médaille de l'horreur de la guerre, c'est que d'un seul coup, il y a une soif de vie aussi. Ouais. Soif de vie. Et moi, je vais lire un petit passage qui rejoint, c'est à cette période-là, où justement lui-même se recrée un peu un passé, tu vois, pour justement assumer cette médaille alors qu'il n'est pas sûr du tout d'avoir été brave. Non. Et c'est très il l'a eu, bien sûr, et c'est une réflexion sur le passé qu'on s'invente tous, hein, nous, personnellement, d'enjoliver le passé, de se rappeler des choses qui nous arrangent, d'enfouir les choses qui peuvent être gênantes. Et ça, c'est pour tous les êtres humains. J'allais dire, c'est même pour l'histoire aussi, l'histoire humaine. On se rappelle des grandes batailles, mais très rarement des défaites lamentables, quoi. Et donc, je vous lis, c'est le début d'un sous-chapitre, quoi. Et je trouvais ça formidable. À tant d'années passées, le souvenir des choses, bien précisément, c'est un effort. Ce que les gens ont dit, c'est presque tourner des mensonges. Faut se méfier. C'est putain le passé. Ça fond dans la rêvasserie. Il prend des petites mélodies en route qu'on lui demandait pas. Il vous revient tout maquillé de pleurs et de repentir en vadrouillant. C'est pas sérieux. Faut demander alors du vif secours à la bite tout de suite pour s'y retrouver. Seul moyen du moyen d'homme. Bander un coup féroce, mais ne pas céder à la branlette. Non, toute la force remonte au cerveau, comme on dit. Un coup de puritain, mais vite. Il est baisé le passé, il se rend, un instant, avec toutes ses couleurs, ses noirs, ses clairs, les gestes même précis des gens, du souvenir tout surpris. C'est un saligot, toujours sous d'oubli le passé, un vrai sournois qui a vomi sur toutes vos vieilles affaires, rangées déjà, empilées, c'est-à-dire dégueulasses, tout au bout, râleux des jours, dans votre cercueil à vous-même, mort, hypocrite.
tu vois. Et moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que, et ça rejoint, c'est l'instant présent, quoi. C'est ça qui dit de bander un bon coup, mais pas de branlette intellectuelle, tu sais, un bon coup. Non, non, mais là, puis t'as résumé, enfin, je veux dire. Voilà. Puis fais attention. 10 ans de nofap, 10 ans de nofap en une, 10 ans de 10 ans de nofap en une phrase, quoi. Il en a été le principal, quoi. Ouais. Licence de l'histoire en 4 phrases. Et il y a aussi, Martial disait que finalement, c'est un livre sur le traumatisme, sur le choc post-traumatique et sur ce qu'on fait après. Et quand on a un choc post-traumatique, en fait, on est dissocié, on est éclaté, et puis on essaie de recoller les morceaux, quoi. Et il y a ce passage qui arrive dès le début du livre, donc il est en train de, c'est au tout début, hein, il est en train de marcher, il s'est pris sa balle, puis il dit, tiens, il marche, il dit, tiens, c'est sûrement le clocher là-bas. C'était donc un clocher de ville. Il y avait bien encore 4 heures de marche à cloche-pied comme on allait, à travers les sentiers et sur tous les champs. Je voyais plus très clair, mais je voyais rouge par-dessus. Je m'étais divisé en partie tout le corps. La partie mouillée, la partie qui était saoule, la partie du bras qui était atroce, la partie de l'oreille qui était abominable, la partie de l'amitié pour l'anglais qui était bien consolante, la partie du genou qui s'embarrait comme au hasard, la partie du passé déjà qui cherchait, je m'en souviens bien, à s'accrocher au présent et qui pouvait plus, et puis alors l'avenir qui me faisait plus peur que tout le reste, enfin une drôle de partie qui voulait par-dessus toutes les autres me raconter une histoire. C'était plus même du malheur qu'on peut appeler ça, c'était drôle. Ouais. Alors attention, parce que avec tous les extraits qu'on lit, nous on aime bien les choses un peu profondes, un peu noires, on passerait presque à côté d'un élément du livre, c'est que effectivement quand on a failli mourir, on perçoit la vie avec peut-être plus d'acuité, et puis on est plus porté sur les choses du sexe, du pognon, de la picole, enfin il y a l'envie de vivre, et ça parle beaucoup de cul, hein. Tout le temps. Vous n'avez pas trouvé? On va parler un peu des femmes du livre. Elles sont toutes intéressantes. Très intéressantes. Elles sont toutes intéressantes, et il faut couper court à certains commentaires que moi j'ai lus, qui disaient que c'était quand même très misogyne par rapport à la bien-pensance d'aujourd'hui, alors que pour moi, je l'ai vu vraiment comme une ode à la féminité, c'est-à-dire que on sent que Céline, c'est un grand connaisseur de F, on va dire, et qu'il a une tendresse particulière pour F dans leur pire crasserie ou dans leur pire gentillesse, et moi je le trouve il les aime extrêmement bienveillante avec les femmes. Il les aime pour de vrai parce qu'il les aime pour ce qu'elles sont. Et il y a plusieurs passages de femmes. Et alors, un truc qu'on pourrait dire sur Céline, peut-être que les gens ne le savent pas trop parce que les images qu'on possède de Céline, il est un peu vieux, il est un peu voûté, il est quand même un peu cassé par la guerre, il a toujours un immonde gilet, il parle un peu comme ça, la tête de travers. Mais c'est que Céline, c'était un putain de gros beau gosse. Hein. C'était un mec qui faisait plus d'1,90 m, des yeux clairs, translucides, une intensité dans le regard incroyable. Et les femmes étaient subjuguées, les femmes l'adoraient. Et quand il arrive à cet hôpital, la première femme qu'il rencontre, elle a une paraphilie, elle a une perversité un peu étrange, c'est qu'elle fantasme sur les estropiés. Plus ils sont estropiés, plus elle les aime. Elle va même beaucoup plus loin que ça, peut-être que. Ouais, voir sur les morts. Ouais, elle bouffe la bite des morts aussi, tellement que ça l'excite. Mais direct quand il arrive, c'est vers lui qu'elle va. Ouais. Et elle lui attrape la bite et elle lui branle le zobar direct, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est pas moi. Pourtant, j'y suis allé à l'hôpital pour des opérations de merde. Jamais une infirmière m'a attrapé la tube pour me faire enlever, tu vois. C'était un beau gosse, tu vois. Et puis l'Espinasse, c'est une vieille fille, peut-être même une nonne, puisqu'il y avait quand même pas mal d'infirmières qui étaient des nonnes à l'époque. Et qui, tout d'un coup, se retrouve avec à sa disposition tous ces corps d'hommes jeunes dont elle est la maîtresse absolue. Et comme tous ceux qui disposent d'un pouvoir absolu, elle en abuse. Elle en abuse, mais elle est quand même pas vache. Elle est quand même pas si vache que ça. Avec une certaine forme de tendresse, néanmoins. Ouais. Il lui doit un sadisme mêlé de tendresse.
il lui doit quand même il lui en doit quand même une bonne parce que elle le défend devant le colonel qui essaye de savoir si c'est un traître ou un fuyard. Elle arrête le médecin qui s'excite trop quand il veut lui opérer l'œil. Donc en fait, elle lui sauve quand même la mise. Hein. Il lui doit une fière chandelle et il lui doit un bon nombre de branlettes qui ont dû lui faire bien plaisir. Ouais, et parler du coup du rapport entre la guerre et le sexe, ou entre l'amour et la mort en fait. C'est aussi très présent dans le livre. Et tous les gens de l'hôpital, même les infirmières, côtoient la mort, l'odeur de la mort 24 heures sur 24. Et ça doit exacerber les instincts vitalistes, les plus sensuels de chacun, quoi. Parce qu'il faut bien se dire que, et elle le sait très bien, les spinasses, comme toutes les femmes, elles le savent très bien quand elles sont désirées, que 100% des estropiés, des malades ont envie de la serrer, en fait, qu'elle soit mignonne ou pas, d'ailleurs. Ouais, mais oui. Et il rencontre Bébert. Il rencontre Bébert. Bébert, cascade. Ouais, cascade. Et oui, mais d'ailleurs, sur le sexe, tu vois que ces descriptions des nuits à l'hosto où ils sont 20 dans la chambrée et où, dès que la lumière est éteinte, tout le monde se branle. Ouais, et quand l'Espinasse vient le voir, alors elle ferme le rideau, ils ont un peu d'intimité, mais en fait, tout le monde écoute ce qui est en train de se passer, et pendant que l'Espinasse, elle est en train de la branler, puis que lui, il lui fout un doigt, je sais pas trop exactement ce qu'il fout, t'as tout le monde qui est tac, 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 en train de se branler dans les parce que c'est un crevé de rire, tu vois. Ouais. Et aussi, sur la branlette, il y a une chose, j'allais dire, vraiment très terre à terre, c'est que quand ton corps est estropié, c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont d'avoir un peu de plaisir corporel dans une douleur extrême, tu vois, sans même rentrer dans le truc psychologique, quoi. Et on le voit dans certaines phrases de Céline. Il y a aussi, ce qui est normal, ça c'est l'inquiétude de tout homme. Même Céline a l'inquiétude de plus pouvoir bander, en fait. Oui. Et il dit on peut plus bander. On est dégoûté de plus pouvoir bander. À tort peut-être. Il a cette à tort peut-être. Mais oui, quand l'Espinasse vient branler discrètement un mec qui est estropié, qui va peut-être crevé d'infection de main, c'est une forme d'empathie, tendresse même. Hein. Oui, non. Et puis Céline ne traite pas le sujet de la branlette avec légèreté du tout. C'est quelque chose de très important dans le livre. Absolument. Et donc voilà, tu parlais de Bébert. Ah là là. Alias Gontran, alias Julien, alias Cascade. Parce que donc ça, c'est le personnage qui change de nom plusieurs fois parce que c'est divers états de la rédaction du manuscrit. Hein. Et parce qu'il a deux noms. Parce que c'est un proxénète. Oui. Bébert, c'était le nom du chat de Céline. J'ai beaucoup aimé ce personnage, quoi. Il m'a bien fait rigoler. Alors Bébert, qui est un type dont on entend qu'il doit avoir un accent gouailleur. Il est un peu plus jeune, il a 1 an de moins que le narrateur, mais il a l'air un peu plus dessalé. Et effectivement, c'est un macro. Et lui, il a qu'une idée en tête. C'est quand il voit tous ces mecs qui sont soit blessés, soit en permission dans cette ville, c'est faire venir sa gagneuse parce qu'il y a du tapin à faire. Et qu'il n'y a pas de gonzesse, il n'y a pas de meuf, et que lui, il a sa meuf sous la main, elle va tous leur dégorger le poireau en moins de 2, quoi. Il ment pas, parce qu'il la ramène, Angie. Il la ramène, il arrive à mettre à moitié sur le trottoir également une serveuse qui prend en main aussi. Et ça fascine Ferdinand. Hein. Ah bah là, Ferdinand, il a pris la pilule. Il a perdu toutes ses illusions avec la guerre. Et là, il voit un mec qui lui explique comment ça fonctionne le rapport homme-femme, mais avec le truc le plus cruel et le plus pervers qui puisse exister, c'est le rapport très ambivalent entre la pute et son proxénète. On en avait parlé, Martial, et d'ailleurs je mettrai le lien de la vidéo dans un auto-da-fé qui était consacré au livre Pimp d'Iceberg Slim, où il y avait ce côté le macro qui parle trop mal à sa pute et qui lui fout des putains de dérouillés, et la pute elle revient, et le jour où le macro montre le moindre signe de faiblesse,
elle lui écrase la tête parce qu'elle le prend pour le dernier des caves. Et en fait, c'est l'iceberg Slim en 10 lignes, quoi. Il nous a résumé le rapport pute proxénète, dominant-dominé, mais beaucoup moins clair que ce qu'il y paraît. Et le pauvre Bébert, il va être dépassé par les événements parce que Angel, elle débarque effectivement dans un endroit où il n'y a que des bonhommes. Son Bébert, il est blessé, il n'est plus exactement au top. Et il peut pas lutter contre tout le. Enfin, je veux dire, il peut plus lui foutre des dérouillés comme il veut. Donc, il montre. Elle a un secret. C'est surtout ça. Elle possède, elle sait que Bébert s'est tiré une balle dans le pied pour échapper à la guerre. Ce qui, juste au passage, parenthèse, pour revenir au début de l'émission, c'est pareil. C'est-à-dire que Bébert, il échappe à la guerre. On pourrait le prendre pour quelqu'un de lâche, mais c'est là qu'on voit que les temps sont beaucoup plus hardcore que notre époque. Il est quand même obligé de se tirer une balle dans le pied, quoi, tu vois. Donc, pour échapper à la guerre, faut quand même y aller. Et puis balle dans le pied et que ça le fait souffrir au point qu'à un moment, il demande à l'Espinasse de lui couper la jambe. Oui. Mais si tu veux, la pute, quand elle arrive, Bébert, il n'est pas en position de force comme il devrait l'être. Et Angel, elle le sent. Et elle va le détruire en fait. Elle va le prendre pour une baltringue. Et lui, ça va le flinguer, ça va le précipiter dans la dépression, quoi. Et non seulement elle le sent, mais elle, de son côté, à l'époque où elle était la pute de Bébert, elle devait être dans des milieux populaires. Et depuis le début de la guerre, elle a compris que c'était entraînant auprès des officiers et tout. Donc, en fait, la guerre, pour elle, ça l'a fait changer de statut social. Ouais. C'est une promotion. Et en fait, la guerre change les hiérarchies. La guerre bouleverse les dessins et change les hiérarchies. Et Angel, elle va s'emparer de ça à plein en se tapant les généraux anglais qui ont du pognon. D'ailleurs, Ferdinand va participer à une sorte d'escroquerie où il se fait passer pour son mari qui doit débarquer en plein Zéba et en fait il le fait pas. Enfin, il y a une scène qui est extraordinaire où il est supposé interrompre le couple et elle doit faire le coup de ciel, mon mari. Et en fait, il est tellement fasciné par le bel Écossais qui la tringle qu'il observe toute la scène sans rien faire. Ouais, mais cette Angel qu'on pourrait croire que c'est vraiment la pute impitoyable, sans aucune pitié. En fait, non, c'est que le rapport pute proxénète, c'est comme ça. Fatalement, il allait exploser parce que les circonstances n'y étaient plus et fatalement, ça allait détruire l'un des deux parce qu'elle a pris un risque quand même. Oui. Elle a pris le risque qu'il la tue, hein, et en fait, c'est elle qui a fini par la tuer. Mais c'est elle qui va sortir de la merde, Céline. C'est elle qui va lui dire je suis sur un pigeon et j'aimerais bien t'emmener avec moi, tu vois. Donc elle lui sauve la vie et à un moment il a une phrase malgré tout ce qu'elle a fait et malgré le fait qu'elle y est pas pour rien dans la mort de son pote, hein. Quand elle lui propose le plan d'aller pigeonner l'anglais qui est tombé amoureux d'elle, elle commence à lui raconter le plan, elle commence à lui dire comment faire pour l'avoir, pour lui faire sortir les bifetons, quoi. Et il l'écoute et il dit c'est pas douteux qu'elle avait de l'influence, Angel, sur les parties mystérieuses de l'âme. Il dit des belles choses sur elle, tu vois. Oui, voilà, il y a des belles choses. Et un truc que moi j'ai trouvé super rigolo parce que on a tous vécu ça à plus petite échelle, bien sûr, mais en gros, elle est responsable de la mort de son pote. Mais quand son pote est mort, il lui faut très peu de temps pour se dire ah ouais. Il se dit j'ai des scrupules, mais elle est tellement bandatoire de naissance que j'ai bien envie de la tringler, tu vois. J'ai sous les yeux le passage où il en parle. Elle avait de l'intrigue dans les mots qu'elle se servait. J'écoutais qu'elle m'y faisait sautiller de joie l'imagination. Je ne tenais plus. Tant qu'il y a du vice, il y a du plaisir. Je donnais quand même une petite pensée au gars cascade. Et puis je me retournais et elle n'y était plus, la petite pensée. Tout le présent était pour Angèle, tout pour le cul. Le salut, c'était là. D'abord, c'était pas le moment de me dissoudre en scrupules. Cette fois-là, j'en reviendrai plus d'aller dans ces choses-là de l'éducation. Le coup qui m'avait tant sonné si profondément, ça m'avait comme déchargé d'une énorme poids de conscience, celui de l'éducation. Et ça, je vais au moins le gagner.
C'est l'initiation, comme disait Pierre-Yves. Il a été initié, ça y est. Toutes les conneries qu'on lui a appris, il les a désapprises. Et sachant en plus que Bébert, c'était pas comme si c'était l'homme de sa vie et qu'il était fou amoureux, parce que même Bébert, quand il est encore vivant, il lui dit je te la ferai tringler, Angèle. Donc tu vois, il était pas jaloux. Je te mens pas, je te la ferai tringler. Il dit aussi sur cette Angèle, donc elle lui raconte comment pigeonner le gars, comment rentrer dans la chambre et faire croire qu'il est le mari, quelle attitude il doit avoir, qui doit la menacer, lui foutre une benne. À un moment, il rentre, elle lui dit fous-moi une benne. Il fait j'en ai profité, je l'ai tarté comme un âne. Et il dit d'elle, elle avait de l'intrigue dans les mots qu'elle se servait. J'écoutais qu'elle m'y faisait sautiller de joie l'imagination. C'est beau, moi je trouve. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est ce que je dis sur Céline qui fait ses personnages. Il est pas misanthrope. C'est pas qu'il aime pas ou qu'il aime bien l'humanité. Il est impitoyable. C'est un anthropologue, c'est un psychologue, et il observe l'humain comme un entomologiste observerait une espèce de singe bizarre à deux pattes, quoi. C'est vraiment c'est incroyable. Il a toujours de la bienveillance en fait pour les gens du bas peuple, qu'ils soient hommes comme femmes. Et les gens, par contre, qui trouvent vide et qui ne sont que des personnages négatifs, c'est les planqués, bourgeois, épiciers, quoi. Ça reste l'anarchiste de droite, on va dire, quand même. Ouais, et puis il a de la bienveillance pour les gens qui mentent pas quant à ce qu'ils sont. Parce que Angèle, c'est une pute. Et elle ment pas quant à ce qu'elle est, et elle se ment pas à elle-même, et elle ment pas aux autres. Ouais. Exactement. Et quand tu dis le petit peuple, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il a de la bienveillance. Il prend l'humain comme il est, indépendamment de son rang social. Par exemple, ce fameux Anglais qui pense pigeonner parce qu'ils veulent lui faire sortir des bifetons. En fait, elle arrive à le travailler beaucoup plus au corps, et il lui propose une place en Angleterre, et il lui dit ton mari, t'as qu'à l'emmener avec nous, et on va lui trouver une place aussi, tu vois. Et donc il donne rendez-vous à cet Anglais qui est donc un riche Anglais, un ingénieur qui possède des usines. Ils discutent un peu la journée. Et puis, 2-3 heures après, Céline, il regarde l'Anglais et lui dit « Embrasse-la ». Il lui dit « Embrasse-la ». Et là, il dit « Et je peux pas dire que c'était pas sincère. Il y a des sentiments qu'on a tort de pas insister. Il rénoverait le monde. » Oui, mais là, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais en fait, et parce que moi, je pense pareil que lui, il y a une différence entre un Anglais et un Français. On a déjà eu cette discussion-là. Le français, c'est une langue de pute, quelqu'un de lâche, alors que les Anglais, ils sont quand même beaucoup plus détendus du slip et beaucoup plus cool. Et même toujours aujourd'hui, en 2022, il avait compris aussi qu'il y avait une différence entre les peuples. Il parle jamais des Allemands, mais les Anglais, entre l'Anglais qui l'aide, entre l'Écossais qui baise Angèle et qui a l'air bien cool aussi finalement, parce que tu vois, il tombe du placard et l'Écossais... Il la déboîte, il lui casse les pattes arrière. Voilà, mais l'Écossais, il est en mode salut mec. Détendu. Ouais, il est détendu. Et effectivement, le colonel, je sais plus son nom, qui aura une importance dans le prochain livre, Londres, qui est un peu son mécène, on va dire, est bien cool aussi. Par contre, tous les généraux français, tous les hauts gradés, le gars de l'assurance, ses parents, c'est vrai. Il les dégomme. D'ailleurs, tu vois, c'est toi qui me le dis, j'avais pas remarqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages positifs anglo-saxons dans le livre, absolument. Et oui, mais Céline, il est quand même très marqué au niveau idéologique par une idéologie qui était courante fin Troisième République, qui est l'anti-méridionalisme, c'est-à-dire l'idée que les peuples du Nord sont des peuples puissants et vertueux, alors que les peuples, disons, méditerranéens au sens large, y compris les Italiens, les Espagnols, les Grecs et les Français, c'est quand même une bande de branleurs. Je suis pas loin de penser pareil. Franchement, je suis pas loin de penser pareil. Ah non, mais moi qui suis un bon, on va dire que je suis plus marqué Nord, mais je suis un branleur, pas de problème, tu vois. Oui, non, mais je vois quand même ce qu'il veut dire. Tu sais, il y a eu la mode des narbonoïdes et ça vient de l'œuvre de Céline. Et même si bien sûr c'est exagéré parce que c'est un romancier, je vois quand même ce qu'il veut dire. Et moi, je peux en parler parce que moi, je suis un gars du Nord avec mes frères d'âme et mes sœurs d'âme qui sont du Nord. Et tu vois, je suis dans le Sud-Ouest depuis 15 ans.
et je suis toujours un étranger sur place, quoi. Il y a plein de choses, certes, qui me dépaysent dans le bon sens du terme, mais beaucoup aussi dans le mauvais sens du terme, quoi. Tu vois, c'est moins sérieux, quoi. C'est beaucoup plus frivole, on pourrait dire, si je devais trouver un adjectif, quoi. Donc ça, je suis assez d'accord avec Céline. Tiens, quand j'ai 2 petites phrases à vous lire parce que je suis en train de feuilleter le bouquin. C'est justement, il y a Bébert qui lui parle d'Angel, qui lui dira tu verras comment elle est trop bonne et tout. Et puis lui, il sait pas trop quoi en penser parce qu'il l'a pas vu Angel, tu vois. Et puis Angel débarque. Il m'avait pas menti. Elle était bandatoire de naissance. Elle vous portait le feu dans la bite au premier regard. Et Bébert qui lui dit tu vois Ferdinand, je t'ai pas menti. Puis quand elle partira, tu regarderas ses fesses. En partant sûrement pour chez les Troufions, elle provoquera des mutineries. Magnifique, magnifique. Et l'autre femme, bon, qui est un peu plus discrète, c'est Désirée. Ouais. Oui. La petite serveuse, qui est plus discrète, qui au début semble se faire complètement avoir par Bébert. Il est à 2 doigts de la foutre sur le trottoir, ouais. Ouais. Et qui finalement va elle aussi être sauvée par Angèle. Hein. Ouais. Ouais. Mais qui elle aussi les a à la bonne en fait. Elle leur paye des coups. En fait, il doit beaucoup aux femmes, tu vois. Il leur doit beaucoup dans la guerre. D'un point de vue archétypal, je parle vraiment de grand F. Hein, là. On pourrait dire que la Lespinasse, c'est le côté mère, que Angel, c'est le côté prostituée, et Destinée, c'est un peu la grande sœur, quoi. Là où la petite sœur. Ouais. Non. Je ne sais pas si vous aviez, peut-être on va faire un dernier tour de table pour voir si vous aviez quelque chose à rajouter. Livre exceptionnel, plein de scènes qui m'ont marqué. Moi, j'ai bien aimé la scène où ils se bourrent la gueule avec Bébert, où ils vont à la pêche et que Bébert tente de se suicider comme un gros con et qu'ils en rigolent. Enfin, tu vois. Mais t'as pied, connard. Voilà, il y a de l'amitié, il y a du tragique, il y a du, je sais pas, c'est excellent, quoi. J'adore, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est un grand roman. Et quand tu rencontres un grand roman, tu le sais. Tout de suite. Tu sais que tu vas le porter avec toi et qu'il va rester en toi et qui va contribuer à te construire. C'est un grand roman. C'est exceptionnel de vivre comme ça la parution d'une telle chose. Et il y a une chose aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est que donc c'est pas tout à fait de l'autobiographie, c'est de l'autofiction. Et l'autofiction, surtout en France, a donné lieu à un paquet de merde. Et ben Céline prouve que c'est pas le style, enfin c'est pas le genre de l'autofiction qui fait qu'il y a un paquet de merde, c'est qu'on a des auteurs minables. Quand c'est un grand auteur qui s'empare du thème, et ben ça donne un grand livre. Et je voudrais absolument te rejoindre. Il y a quelque chose qui ne peut se produire qu'avec la littérature. Une relation intime dans laquelle justement on peut aller très loin dans ce qu'on dit, on peut aller très loin dans une certaine forme d'impudeur. Et ces moments de littérature, ils sont rares et ils sont exceptionnels. On en a pas beaucoup dans la vie. Et aux premières lignes de guerre, on sait qu'on va vivre ça. Et on sait qu'on va passer quelques heures avec Céline, que ça va être bouleversant, que ça va être magnifique et qu'on s'en souviendra toujours. Et ça, c'est sublime. Mais il n'y a que la littérature qui fait ça. Ouais, juste une petite nuance, Raph. C'est moi, c'est peut-être ma marotte, mais pour moi, il y a quand même dégénérescence, que ça soit au niveau de la littérature, c'est-à-dire que moi, pour que je m'extasie sur un roman, il faut que ça soit un Céline qui a été perdu dans un grenier, quoi, en gros. Et même au niveau de l'histoire des personnages, tu vois, le roman, il a, on va dire, un siècle. Il y a plus de morts, il y a plus de vie, il y a plus d'intensité. Les gens, c'est des vrais gens, alors que on sent que tout tend à être fade. Tu vois, ça, c'est mon côté, bien sûr,
Je pessimiste. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que oui, avant la guerre de 14-18, c'était une époque abominable où tu pouvais crever d'une roche dedans. Oui, 14-18, c'est dégueulasse, c'est une guerre horrible. Ensuite, 39-45, c'est encore pire. Mais aujourd'hui, notre guerre, elle est invisible, elle est sourde, elle provoque aussi une douleur intérieure dont tout le monde se fout. Et son armée, c'est des lèche-culs, start-upers dégueulasses. Et c'est une autre forme d'épreuve. Mais peut-être que il pouvait y avoir un peu d'héroïsme et un peu d'intensité, et qu'aujourd'hui on nous a même retiré ça. Tu parlais de, disons, dégénérescence littéraire. Il y a une chose très importante à noter pour Céline, c'est que c'est un type qui a écrit à l'époque du surréalisme et qui finit d'écrire à l'époque du nouveau roman. Et il n'a cédé ni à l'un ni à l'autre. Il a écrit comme il l'a souhaité, sans prêter la moindre attention à ces mouvements dont je n'ai pas commencé à donner mon opinion dessus, mais qui est piètre, pour garder sa voix à lui. Sa voix VOIE, sa voix VOIX. Hein. Et je trouve ça assez admirable. Et ce que je trouve admirable également, c'est que en peu de mots, avec finalement une économie d'effets, il va arriver à te présenter une chose qu'on connaît tous, mais dont la littérature parle assez peu. C'est finalement ces 1000 arrière-pensées, ces 1000 micro-pulsions, ces 1000 micro-désirs que tu as tout le temps, qui t'encombrent l'esprit et qui finalement font partie de ta condition humaine. Ouais. Il y a un truc... Ce que tu dis, juste un truc pour surenchérir ce que dit Martial, ce que tu as dit, en fait, c'est presque la définition d'un génie, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas d'école, j'allais dire, c'est presque un inventeur d'école, mais il n'y a personne qui arrivera à sa cheville, quoi. En gros. Il suffit à lui-même, quoi. Il n'a pas besoin d'un mouvement, d'un isme pour exister, quoi. Mais il y a un truc que je trouve aussi d'une infinie tristesse, c'est qu'on lit Guerre, écrit, comme on l'a dit, on ne sait pas trop, 34, 35, 36, peu importe, dans l'entre-deux-guerres. Il raconte que la guerre l'a fracassé. On comprend à quel point il l'exprime merveilleusement bien. On se dit qu'il s'en est sorti. Il voit la deuxième guerre arriver. Il dit, ne la faites pas, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et le fait d'avoir pris position comme ça, il va se refaire torpiller par la deuxième guerre, tu vois. Et ça va finir de l'achever parce que il va être ruiné, il va être condamné à mort, il va être traîné dans la boue, en fait, c'est quelqu'un que la guerre dans sa vie, ça aura quand même été quelque chose, quoi. Oui. Et il y a une chose que je trouve extrêmement intéressante aussi là-dedans, c'est que nous vivons en des temps que je pourrais qualifier de doloristes, où on pense que la souffrance et la vertu, c'est la même chose. Et Céline nous montre que, à la fois dans son œuvre et dans sa vie, que non, et que souvent les gens qui souffrent, ils sont pas plus gentils que les autres. Au contraire, ça a plutôt tendance à les rendre méchants. Et ça aussi, c'est humain. Aujourd'hui, on a érigé le statut de victime comme parangon de moralité. Céline dit non, les victimes, c'est des victimes. C'est des pauvres types. Ouais, 100% d'accord. 100% d'accord. Et aussi, on peut pas résumer quelqu'un à son statut. On peut pas réduire quelqu'un à son statut de victime, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une œuvre. Alors on fait comme pour les autodafés. Tu te souviens comment on finissait les émissions? Vas-y. Autodafé, pas autodafé. Qu'est-ce qu'on en fait du Céline? Ah ben il faut le mettre. Il faut le mettre dans sa bibliothèque, éventuellement sous verre, en tout cas dans une bonne place. On brûle surtout pas. Ah, voilà, non, bon. on lui fait une belle petite reliure. Voilà. Ouais, c'est un livre. Franchement,
Bon, j'en sors, alors je suis tout ébloui. Il va peut-être falloir que ça. Vraiment, il m'a fait de l'émotion, tu vois. J'en sors, je suis tout ébloui. Peut-être ça va redescendre un peu, mais je sais que ça fait partie des 5 meilleurs romans que j'ai jamais lus de ma vie. Ben, moi, ça fait 2 semaines que je l'ai lu. Je l'ai lu le week-end il y a 2 semaines. Et il n'y a pas un jour depuis ces 2 semaines où j'ai pas des images de ce livre dans la tête, quoi. Idem, moi, la dernière fois qu'un bouquin m'a marqué à ce point, c'est quand j'ai découvert Dostoïevski. Voilà, il y a des auteurs comme ça, Dostoïevski, Steinbeck, Casanova, on tombe dessus, ils nous subjuguent, et ben là c'est ça. Et pour moi, et je vais dire aussi, je trouve que c'est le meilleur Céline. C'est le meilleur Céline parce que je le préfère à Voyage au bout de la nuit, il est plus frais. Et que j'ai du mal avec ces romans trop travaillés, Mort à crédit en fait partie, les romans d'après la Deuxième Guerre mondiale qui sont encore plus psychédéliques, encore plus fouillés. Et celui-là, je trouve que c'est Céline dans toute sa pureté. Dans toute sa pureté, c'est sublime. Oh, je suis assez d'accord. Eh ben, les amis, on en reste là. J'espère que ça vous aura donné envie de lire l'œuvre. N'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, ça fait plaisir. L'œuvre se vend énormément. C'est sympa de savoir que les bons livres, quelquefois, ça peut être bien et ça peut marcher aussi. Tu vois, le succès, la qualité et la quantité peuvent parfois aller ensemble. Et surtout, j'ai envie de dire merci Céline pour ce moment, quoi. Bah, c'est ce que je te disais. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a autant de gens qui vont se prendre ce que je me suis pris dans la tête, quoi. Tu vois. Tout à fait. Ça donne juste envie de dire merci, en fait. Ouais. Et ben, les amis, passez une très bonne soirée. De même. À très bientôt. Au revoir à tous les auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que Pierre-Yves Lenoble a une chaîne, la chaîne de Pierre-Yves Lenoble. Ça parle beaucoup de métaphysique, il y a des lives marathons. Moi, je suis peu productif sur ma chaîne, mais il y a plein de choses en préparation dont je vous parlerai très bientôt. Et nous proposons des contenus parce qu'ils sont trop subversifs, parce qu'ils sont trop intimistes. Ce sont des contenus payants que vous pouvez retrouver sur Tipeee et Patreon. Et franchement, allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment des choses qu'on n'entend pas ailleurs que là. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Ciao.